Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Canal B, on se retrouve avec le point info, mais d'abord un petit son d'intro, un petit chant. Je vous laisse chanter avec nous. L'aube, lui, est envie de sortir de prison pour monter son T'as donné un métier d'enculé. Ah non, c'est fini. Pourquoi ça marche plus? On recommence. D'enculé. Dans un stade, c'est un métier de bâtard. Le chômage, t'as donné un métier d'enculé. Être flic dans un stade, c'est un métier de bâtard. T'as donné un métier d'enculé. Eh, c'est super. Et bah salut tout le monde, on se retrouve dans la deuxième partie d'émission. Mais qu'est-ce que c'est la seconde partie d'émission? Et bah en fait là on est sur Canal B, sur l'émission 94 degrés à l'ombre. Et on est une émission en tout cas à visée anticarcérale, où du moins on fait du soutien aux personnes détenues à travers des messages vocaux, des musiques, des dédicaces, tout plein de choses pour briser l'enfermement. Parce que on sait tous, vous savez toutes et tous que l'enfermement ça rompt des liens, ça isole les gens. Et du coup, nous, on essaie de, au moins, se battre concrètement contre ça. Et là, on bascule sur la deuxième partie de l'émission, où plutôt, on va faire on va parler, on va s'écouter parler. On va débattre sur des sujets politiques. On va, dire un petit peu ce que c'est l'actualité. Voilà, et aujourd'hui, du coup, on va vous parler de garde à vue. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux 13h12. Il est 13h12 actuellement, donc c'est l'heure de ACAB. Bien se rappeler qu'on déteste la police. Et c'est d'ailleurs un peu ce dont on parlait aujourd'hui. On va vous parler de garde à vue. Et donc des flics qui vont s'occuper de vous pendant une garde à vue. On va faire un petit point là-dessus, sur vos droits, sur comment ça se passe une garde à vue, etc. En essayant d'être le plus concis possible, parce que sinon c'est très facile de se perdre dans conjoncture et de vous expliquer tous les retards de la garde à vue, tous les comportements de chaque keuf que tu pourrais rencontrer. Mais là, ça va être faire un petit point là-dessus. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi passer des annonces parce que on a d'autres sujets d'émission qu'on aimerait faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc savoir s'il y a des gens qui parmi vous auraient des choses à dire à ce sujet, qui voudraient venir ou qui voudraient nous passer un témoignage. On aimerait aussi faire un petit point sur le Andala, le bateau qui a tenté d'aller bloquer le blocus humanitaire à Gaza. Et puis pareil, on a le temps vous parler du 10 septembre et de l'appel à une manifestation. Mais voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de notre ordre du jour de la journée. Et maintenant, on va peut-être pouvoir commencer à parler de tout ça. T'en dis quoi, Camille, et toi, Sauterelle? Ça a l'air super. Moi, je voulais peut-être mettre un peu de contexte dans pourquoi on parle de ça et tout, qui on est pour parler de ça. Nous, on vient de plusieurs horizons, mais notamment le milieu militant rennais, dans lequel on a été formé un peu à nous apprendre un peu ce que c'est la justice, mais surtout ce que c'est la répression et ce que c'est la police. Et du coup, plutôt que garder le savoir, garder les acquis, tout ce qu'on nous a appris pour nous, on a envie de vous le partager et aussi d'élargir, parce que pour nous, la répression, ça touche pas du tout que le militantisme. Ça touche aussi les populations marginalisées, les populations pauvres, les racisés. Ça touche plein de catégories de populations différentes que l'État a dans le viseur, ou en tout cas que l'État veut faire taire. Voilà. Du coup, voilà un peu de quel point de vue on parle, de personnes formées vite fait, ou en tout cas formées à comment se défendre. Voilà, et du coup là l'idée c'est de pouvoir aussi vous donner un petit peu ces informations sur comment ça fonctionne la justice, comment ça fonctionne une garde à vue plus précisément, parce que c'est la première étape dans laquelle on passe avant de finir en prison, avant de finir au tribunal, c'est la garde à vue. Et donc c'est important que le plus de personnes possible puissent avoir accès à ces informations-là,
et pour pouvoir se défendre correctement et pas se laisser bouffer par le système judiciaire, parce qu'on sait très bien, c'est les plus pauvres, c'est les plus précarisés qui se finissent en tôle, qui finissent maltraités par les keufs, etc. Donc là, l'idée, c'est de vous donner un peu quelques informations de base sur comment ça fonctionne, pour qu'ensuite un maximum de personnes puissent se défendre au mieux face à ce système absolument atroce. Déjà, je pense, pour commencer, peut-être on pourrait se donner une vigilance à pas rentrer trop dans les détails, parce que Saint-Acab sait à quel point on peut rentrer dans des tunnels. Surtout quand on parle de ce genre de sujet. Mais donc là, on s'est préparé un petit point par point, des choses importantes à vous dire, et puis on pourra vous donner à la fin des ressources pour creuser si jamais le sujet vous intéresse. Youhou. Donc voilà, on va commencer par qu'est-ce que c'est une garde à vue, comment ça se déroule, comment le système judiciaire fonctionne, et c'est quoi le rôle des keufs, et plus précisément des OPJ qui sont donc les keufs spécialisés. Donc une garde à vue, qu'est-ce que c'est ? Une garde à vue, c'est le fait d'être emmené au commissariat pour une durée maximum de 24 heures, renouvelable 48 heures. Donc tu vas être enfermé là-bas dans une cellule, peut-être seul, peut-être avec d'autres personnes. Là-bas, tu es censé avoir des droits, on pourra vous les rappeler juste après. L'idée, c'est que tu es j'ai plus le mot. Tu es suspecté d'un crime ou d'un délit. Et donc l'idée, ça va être de te garder dans le commissariat, entouré de policiers qui vont t'interroger pour essayer le temps de récolter des preuves pour que eux, ils puissent formenter un dossier et ensuite potentiellement l'envoyer au procureur, donc qui sont leurs supérieurs, et ensuite au tribunal pour que tu puisses être jugé. Mais la première étape, quand tu es au commissariat, c'est simplement de récolter des preuves. Donc tu es gardé pour que la police ait le temps de trouver des preuves pour juger si tu es... Enfin, pas pour juger, mais pour faire un dossier. Pour récolter le maximum d'informations. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de profil type d'un méchant criminel qui va aller en garde à vue. Toi aussi, derrière ton haut-parleur de radio, tu peux aller en garde à vue, même si tu n'as pas un parcours de vie difficile, même si tu es ce qu'on pourrait dire le bon citoyen modèle, ça peut arriver à tout le monde, parce que en fait, la garde à vue, c'est aussi fait pour... essayer de faire avouer des gens où les keufs, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les keufs ne savent pas ce qui va se passer, ne savent pas, des fois, même si toi-même tu es coupable, ou des fois c'est juste de la suspicion. Des fois, c'est juste parce que tu es un témoin, voilà. Il y a plein de raisons d'aller en garde à vue, et du coup, on va un peu vous expliquer, c'est pour ça qu'on vous explique comment ça se passe. Voilà, et donc maintenant qu'on a un petit peu le cadre de c'est quoi une garde à vue, comment ça se déroule ? Alors, vous allez sans doute vous faire arrêter quelque part, peut-être dans la rue, peut-être chez vous, peut-être dans un magasin, on ne sait pas trop. Ou peut-être convoqué, tout simplement. Voilà, vous pouvez aussi être convoqué au tribunal, pas au tribunal, au commissariat. Voilà, donc vous allez finir là-bas. Une fois au commissariat, donc des fois la première étape, c'est une vérification d'identité qui peut durer maximum 4 heures. Donc c'est-à-dire que la police ne sait pas encore qui vous êtes. Et donc son but, c'est d'identifier qui vous êtes. Donc par ça, elle va vous demander des informations personnelles, votre nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d'habitation. Donc ça, c'est les informations obligatoires que vous êtes censé leur donner. Et après, ils vont vous poser plein d'autres questions, votre numéro de téléphone, etc. Ça, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et donc ça va être la première étape, c'est vous identifier. Ensuite, vous allez être fouillé. Donc on va vous demander d'enlever toutes vos affaires. On va fouiller votre sac. Ils vont rédiger une fiche avec toutes vos affaires qui vont être confisquées le temps de la garde à vue. Parce que... pendant que vous êtes en cellule, vous n'avez pas accès à votre sac, à vos affaires, à votre téléphone. C'est gardé dans un coin du commissariat. Et donc vous allez être fouillé à ce niveau-là. Donc vous êtes fouillé normalement par l'agent de votre sexe, ou en tout cas de celui que vous préférez. Normalement, vous êtes censé pouvoir choisir. Mais on sait très bien, c'est rarement très bien respecté. Et petite astuce, comptez votre argent. Oui, ça c'est souvent conseillé. Parce qu'on ne sait jamais, on peut facilement se faire voler par les keufs en garde à vue. Donc voilà, ça va être l'une des premières étapes. Ensuite, du coup, vous allez être sans doute être emmené dans votre cellule, ou alors directement en audition. Donc une audition, ça va être, vous allez être dans le bureau du policier qui vous a être attribué. Donc souvent, vous en avez un pour toute la durée de votre garde à vue. Vous allez tout le temps voir le même. Et donc vous allez peut-être finir dans son bureau pour qu'il vous pose des questions. Donc lui, il a une petite fiche à remplir avec plein de questions qu'il aura préparées. Des fois, elles sont un peu nulles leurs questions. Des fois, il cherche en même temps qu'il vous pose les questions. Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter dans le dossier comme question intéressante. Et puis sinon, vous allez être dans une cellule. Souvent, c'est pas très confort, on va se le dire.
pas de toilette, pas de bouffe. Souvent, la bouffe, elle est dégueu si vous en avez. Et des fois, juste, on vous donne pas de bouffe. Une maigre odeur de pisse. C'est ça. Une couverture de survie, peut-être un matelas si vous avez de la chance. Peut-être des co-détenus. Voilà. Un peu de vomi par terre. Rien de très intéressant. Hein. Si vous avez de la chance, une fenêtre vers l'extérieur, mais... Wow, c'est super rare. C'est rare quand même. Parce qu'il faut dire quand même que les députés ont un droit d'accès aux cellules et tout. Genre, ils peuvent y accéder... sans normalement prévenir. Et du coup, ça arrive que les députés, notamment à Rennes, aillent voir, ils font des rapports justement, et on est un peu classé dans les pires prisons de France, et même dans tous les cas, pas les prisons, pardon, les pires commissariats, avec les cellules de garde à vue. Et l'État est complètement délabré. Voilà, c'est bon à savoir. Bon, du coup, voilà, globalement, à quoi va ressembler votre garde à vue? Donc, ça va se passer comme ça. Vous allez alterner entre votre cellule, le bureau de votre CAF attitré, qu'on appelle un OPJ, c'est un officier de police judiciaire, donc c'est son rôle même. Lui, il reste tout le temps dans son bureau toute la journée et il remplit des dossiers, il écrit sur son ordi et il envoie ça au procureur qui est la fonction juste au-dessus de lui. Voilà, et puis des fois on va peut-être vous donner à manger et peut-être si vous avez de la chance on pourra vous emmener aux toilettes. Ça, c'est déjà une chance si vous n'avez pas à attendre 3 heures pour aller aux toilettes. Donc ça, c'est un peu le point. Et puis à un moment ou à un autre, vous allez sortir. On pourra revenir ensuite dessus sur comment est-ce que vous sortez de garde à vue. Mais pour l'instant, on va rester sur comment est-ce qu'il fonctionne le système judiciaire un petit peu. Parce qu'on a pu vous parler du coup des OPJ, les officiers de police judiciaire. Donc souvent, sans doute, si vous avez été interpellé quelque part, dans la rue, dans un magasin, chez vous, c'est pas un OPJ qui vous a arrêté. C'est peut-être un policier municipal, un policier national... un CRS, un gendarme, un BAC, bref. Il y a plein de corps de police qui peuvent exister, qui peuvent vous ramener, parce que eux, ils sont dans la rue, ils sont là pour le maintien de l'ordre. Mais du coup, ensuite, vous allez finir au commissariat, donc face à l'OPJ, dont l'OPJ va être le rôle de récolter des informations pour faire un dossier. Lui, il n'est pas décisionnaire de quoi que ce soit. Son seul taf, c'est de remplir des dossiers qu'il va ensuite envoyer au tribunal. Et ensuite, c'est au tribunal que vous serez jugé. Mais le policier que vous aurez en face de vous dans son bureau ne décide d'absolument rien. Ce n'est pas lui qui décide si vous restez plus longtemps. Il peut le demander, mais c'est pas lui qui a la décision finale. Celui qui décide si vous restez plus longtemps en garde à vue ou pas, c'est le procureur de la République. Donc c'est le mec un peu au-dessus qui a un petit peu plus de pouvoir de décision. C'est lui qui commande les officiers de police judiciaire, les OPJ, et qui leur dit « Ah, ce dossier-là, vous continuez. Ah, celui-là, on s'en fout. » Bref, c'est lui qui commande les enquêtes. Donc, c'est lui qui va décider si le dossier est suffisamment rempli ou pas, si c'est suffisant pour pouvoir vous envoyer au tribunal, si il n'est pas assez rempli, du coup, vous sortez sans rien, ou si faut vous garder encore un petit peu pour trouver plus de preuves contre vous et pouvoir vous envoyer au jugement. Donc voilà, ça c'est le cran au-dessus. Et puis du coup, après, le procureur qui va décider si vous restez ou pas, vous allez peut-être finir au tribunal. Et donc là, au tribunal, ça sera les juges qui décideront de votre sentence. C'est eux qui du coup prennent vraiment la décision finale. Mais faut bien le rappeler, les policiers n'ont pas de décision sur si vous allez finir en prison ou pas. Eux, tout ce qu'ils font, c'est remplir des dossiers et récupérer des preuves. Et c'est très important de se le rappeler parce que souvent, quand on est en garde à vue, on a l'impression que c'est les keufs qui vont décider ce qui va nous arriver ou pas, alors que pas du tout. Et donc, on a envie de leur dire, de s'expliquer, de dire « Oui, mais j'ai fait ça, mais c'était pour telle raison. Non, j'étais pas là. Oui, je connais telle personne, mais c'était pour ça. » On s'en fiche. C'est pas eux qui décident. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez préparer pour le dire aux juges, parce que c'est les juges qui vont dire ça et c'est les juges que ça intéresse parce que eux, ils vont prendre en compte votre situation pour décider ou pas si faut vous envoyer en prison, si vous n'êtes pas coupable, si vous faut que vous fassiez telle ou telle peine. Ou du soin, oui, c'est si ça. vous envoie en hôpital psychiatrique. C'est ça. Et c'est donc pour ça que ce qu'on conseillera toujours, peu importe ta situation, peu importe pourquoi tu as été arrêté, de ne rien déclarer. Et Rien ça, déclarer. ça fait le lien avec les droits qu'on a en garde à vue. On va pouvoir vous marteler un petit peu plus le rien à déclarer, mais d'abord du coup, parce que c'est un droit en fait, ne rien déclarer en garde à vue et juste dire je souhaite faire usage de mon droit au silence. C'est un droit très strict, même si les keufs vous mentent, parce qu'ils vont vous mentir, vous avez le droit de ne rien dire. Donc normalement, quand vous arrivez en garde à vue, quand vous voyez votre OPJ pour la première fois, il est censé vous rappeler vos droits. Bon, on le sait très bien, ils le font jamais. Donc on va vous les dire pour vous parce que c'est important d'être au courant.
Donc, vos droits, c'est ne rien avoir à déclarer. C'est un droit super, vraiment, on aime beaucoup ce droit-là, il faut s'en servir à tout instant. Ensuite, vous avez le droit de voir un médecin. Donc, même si vous n'êtes pas blessé, c'est conseillé d'aller le voir. Déjà parce que ça vous permet de faire une petite sortie, de sortir de votre cellule, de voir quelqu'un d'autre qu'un keuf. Du coup, ça fait un peu du bien. Bon, le médecin, souvent, c'est pas votre pote, mais c'est quand même sympa de pouvoir sortir de sa cellule et de voir d'autres gens. Et puis aussi, ça permet de constater si vous avez des blessures. Peut-être que les keufs, ils vous ont tapé sur le chemin, donc ça peut être bien que le médecin, il écrive que cette blessure-là, c'est à cause de la police, parce que ça pourra vous servir dans votre dossier ensuite, dans la continuité de tout ça. Mais, est-ce que le médecin, c'est ton ami ? Et non, non, parce que le médecin, il travaille aussi avec la police, donc si vous lui dites trop de choses, il peut aussi les redire à la police et ça pourra aussi être retenu contre vous dans le dossier. Donc c'est important de dire le strict minimum, uniquement sur les blessures que la police vous a fait, ou si vous avez besoin de médicaments. Voilà, vous avez aussi le droit de dire « mais dis donc, j'ai besoin de telle chose, il m'en faut, c'est mon traitement quotidien, si j'en ai pas, je vais être malade de ouf, ou je vais mourir, peu importe ». À Rennes, généralement, ils sont quand même assez réactifs là-dessus, donc c'est plutôt cool. C'est l'un des seuls bons aspects qu'on peut avoir à Rennes, c'est les médecins, ils vous donnent vos médicaments rapidement. Voilà. Donc même si vous n'avez pas votre ordonnance sur vous, normalement, vous pouvez retrouver le médicament dont vous avez besoin. Ça, c'est chouette. C'est quoi les autres droits qu'on a ? On a le droit à un avocat. Ouhou. Et ça, c'est vachement chouette. Donc, c'est toujours conseillé aussi de prendre un avocat. Donc, on a des avocats militants à Rennes que vous pouvez avoir. Donc, c'est Maître Caro, Maître Pacheux et Maître Prigent. Donc, vous pouvez les demander, notamment si vous avez été arrêté pour des raisons militantes, mais aussi pour d'autres raisons. Sinon, vous pouvez aussi avoir un commis d'office. Donc, un commis d'office, c'est juste un avocat random qu'on va vous attribuer. Souvent, il y a moyen de se le faire rembourser. Donc, ça, c'est pas mal. Du coup, de ne pas avoir à payer. Même si l'avocat, dans le cas de la garde à vue, il va pas forcément pouvoir faire grand chose, c'est pratique parce que du coup les keufs souvent ils osent moins être extrêmement violents face à vous parce qu'il y a un avocat à côté qui peut quand même un peu dire mais dis donc mollo, moi je suis là, je vous vois, si vous le tapez je vais réagir. Donc ça aide vachement d'avoir un avocat avec soi. Faut quand même rappeler que c'est pas toujours votre pote non plus et qu'il faut pas forcément toujours tout lui raconter et que des fois l'avocat va vous dire ah mais non mais vous devriez répondre aux questions. Alors que vous n'avez pas besoin de le faire. Donc restez sur rien à déclarer et il y a un avocat pour être rassuré, avoir quelqu'un à côté de vous qui est votre allié et qui va vous aider à pas être seul face aux keufs qui vont être violents. Et qui peut faire un lien avec l'extérieur parce que... C'est ça, et prévenir vos proches et te tout dire ça. quelle heure il est, ça fait combien de temps que t'es ici. Demander à quelqu'un d'aller nourrir votre chat, votre chien, tout ça. Ce qui fait aussi le lien avec d'autres droits que vous avez, c'est celui de prévenir vos proches. Un de vos proches, donc vous avez le droit de passer un coup de fil, on le voit souvent dans les séries américaines, je veux appeler ma mère, je veux utiliser mon coup de fil, donc voilà, vous avez le droit de faire ça. Alors il faut quand même prévenir que des fois c'est pas vous qui l'avez directement à votre téléphone, votre proche, mais c'est le policier. Et si c'est vous qui l'avez directement, faites quand même attention à ce que vous dites parce que c'est écouter ce que vous leur racontez. Donc, leur racontez pas des dingueries en mode « Ah, je me suis fait arrêter parce que j'ai volé 3500 € à tel endroit, blablabla. » C'est vraiment une mauvaise idée. Dites juste « Je suis en garde à vue depuis telle heure pour tel motif. Et voilà, à la sortie, j'aurais besoin de tel truc. » Voilà. Vous avez aussi le droit de prévenir votre employeur parce que bon... Si vous battez pas au taf pendant 2 jours, ça peut être un peu embêtant. Donc vous pouvez demander à ce qu'il soit appelé pour qu'il sache que vous n'êtes pas juste en train de sécher le taf bêtement, mais que vous avez une bonne raison de pas être là. Voilà. Est-ce que vous voyez d'autres droits, Sauterelle et Camille, que j'aurais oubliés ? Pas forcément, mais moi, ça me pose question parce que pour moi, je sais pas. Un policier, c'est quand même quelqu'un qui est assermenté, qui est un fonctionnaire de l'État, ou alors un militaire si c'est un gendarme. Je sais pas, moi j'avais totalement confiance en cette personne, je comprends pas, ça voudrait dire qu'il pourrait me manipuler ? Et oui, figurez-vous que la police n'est pas toujours de notre côté, elle est même pas franchement de notre côté. Son taf, le taf des policiers, c'est pas tellement de faire la justice. Alors il y en a peut-être qui se sont engagés dans le métier pour ces raisons-là, hein, on sait pas, mais en général, c'est pas trop ce qu'on voit. Hein. Plutôt leur taf, c'est de remplir des dossiers, de condamner des gens, et puis souvent quand même les policiers c'est une population assez raciste, assez misogyne, assez fasciste en général en fait, donc forcément si vous n'avez pas le bon profil, ils vont rarement être très sympas avec vous et plutôt ils vont mal vous parler, ils vont mal vous traiter, donc c'est bien de le savoir et d'être préparé à ça.
Tu voulais parler ? Non, mais peut-être ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent ils ont des quotas à remplir de condamnations à faire. Enfin, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, pour par exemple les contraventions pour les voitures, ils doivent avoir donné tant de contraventions une journée. Donc j'imagine qu'un garde à vue c'est pareil, quoi. Il faut qu'ils fassent quelques bons dossiers. Ils ont des stats départementales ou régionales, ouais, si je me c'est ça. trompe Ils pas. ont des stats à faire. Donc en fait, ils peuvent un peu mytho, quoi. C'est ça, donc leur priorité c'est de faire des dossiers pour pouvoir être payés. Et puis en vrai, la vérité, la justice, ils s'en foutent un peu, surtout que c'est pas eux qui décident si vous êtes coupable ou pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est remplir un maximum de dossiers. Donc après, même si vous devez mentir dans vos déclarations, ils s'en foutent. Leur priorité, c'est que vous disiez des choses pour que le dossier soit vite expédié et qu'ensuite ils puissent remplir leur quota. Voilà, et puis on parlait de mépris et notamment du fait qu'ils n'étaient pas de notre côté. Mais c'est pas que pour ça qu'ils vont vous mentir et tout, c'est aussi parce qu'ils sont formés en fait. Ils sont formés à manipuler, ils sont formés à vous mentir, à vous déstabiliser, à vous poser des questions extrêmement ciblées pour savoir si vous mentez ou pas. Et du coup, on en vient toujours à la même chose, de rien déclarer. Et si tu veux, on pourrait faire une petite mise en situation où je te pose des questions et tu réponds à la bonne réponse. Ah, la fameuse bonne réponse. Eh bah, allons-y. Bonjour, mon dame Egg. Je suppose que vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Je n'ai rien à déclarer. Comment vous appelez-vous ? Je souhaite faire usage de mon droit au silence. D'accord, quelle est votre adresse ? Je souhaite faire usage de mon droit au silence. Très bien, le numéro de votre mère ? Je n'ai rien à déclarer. Très bien. Je vois que vous connaissez vos droits, ou en tout cas vous commencez à jouer au petit malin avec moi. Est-ce que c'est parce que vous avez quelque chose à vous reprocher ? Est-ce que vous faites partie d'une organisation par exemple ? Je n'ai rien à déclarer. Voilà, comme on peut le voir, aucune réponse à part bien sûr nom, prénom, adresse. Y a quoi d'autre ? Nom, prénom, adresse, date de naissance et lieu de naissance. Voilà, c'est les 5 informations que vous êtes obligé de donner. Bon, techniquement, c'est même possible de filouter sans les donner, mais bon, c'est quand même plus simple de juste les filer. Souvent, c'est compliqué à tenir de vraiment pas les donner. Et après, vous n'avez aucune obligation de répondre aux autres questions qui vous sont posées. Donc, ça tient sur les 5 doigts d'une main, les 5 choses que vous devez dire, et le reste, vous gardez le silence, quelle que soit la question. Et c'est important de se rappeler que même en dehors du bureau, en dehors du cadre de l'audition, tout ce que vous pouvez dire aux policiers, même s'ils sont en train de sympathiser avec vous, en train de dire « Ah, mais si tu veux, je t'emmène fumer une clope, et tu fais quoi dans la vie, etc. » Souvent, c'est de la manipulation. Ils ont pas vraiment envie d'être potes avec vous. Ils ont un peu rien à battre. Pour vous, vous êtes juste des criminels, les rebuts de la société. Ils ont beaucoup de pouvoir sur vous. Donc, en fait, ils n'essayent pas vraiment de sympathiser. Eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer des informations. Peu importe le coup, donc ça peut être en étant très méchant, mais ça peut aussi être en se montrant très sympathique et vous proposant de vous offrir des choses. Voilà, parce que par exemple, boire un café, fumer une clope, aller marcher dehors, aller aux toilettes, souvent tu es très content de l'avoir et eux ils en profitent pour récupérer des informations sur toi. Il y en a 15 000 des techniques de manipulation, on ne pourra pas les citer aujourd'hui. Juste rapidement, ça peut être des trucs comme... je sais pas, te chercher les contradictions dans ce que tu dis, donc te demander des informations extrêmement basiques, genre mais tu sais quoi à 15h ? Du coup tu te dis c'est bon, j'ai préparé mon petit truc dans ma tête, j'ai eu 1 heure pour réfléchir à tout ce que je vais pouvoir mytho à la police. En fait ils vont te coincer sur d'autres trucs, ils vont te montrer que ce que tu racontes c'est de la merde, ou alors ils vont tester des petites techniques pour voir si t'es en train de mentir, pour chercher des contradictions. Il y a plein de choses qui existent, et tout ça prouve que si tu commences à essayer d'avoir des stratégies dans ta tête, sachant que tu sais pas ce qu'ils ont sur leur fiche, tu sais pas ce qu'ils ont comme preuve contre toi, tu vas te faire niquer. Et même si tu sais que tu n'es pas coupable, que tu n'as rien fait d'illégal, en fait c'est très facile de se faire quand même niquer parce que ils peuvent aussi monter plein de preuves ou alors utiliser ce que tu raconteras pour au contraire mettre quelqu'un d'autre en prison. Donc même si toi tu sais que t'as rien à te reprocher, que t'as rien fait d'illégal, que ce qu'on te dit que t'as fait, c'est pas toi qui l'as fait, c'est quand même important de ne rien dire. Parce que tout ce que tu pourras dire pourra être utilisé contre toi ou contre d'autres personnes. Donc voilà, garde bien le silence, c'est un peu la priorité en garde à vue. C'est un peu un mantra à conserver, même si c'est compliqué. Des fois on craque et tant pis, ça arrive. Mais si tu peux, ne déclare jamais rien. Voilà. Et moi je voulais justement enchaîner avec les 4, en tout cas c'est les 4 que j'ai trouvées, fausses croyances qui poussent à la collaboration. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'on a beau former les gens, on a beau tout expliquer, on a beau s'informer, lire des bouquins et tout, et on finit souvent par craquer parce qu'on se dit mais moi mon cas il est différent, moi je suis innocent, voilà, on a plein de raisons. Du coup je vais vous citer les 4 fausses croyances. Petit 1, je suis obligé de répondre aux questions de la police. Du coup comme on vous l'a dit, non, c'est votre droit.
peu importe ce qu'ils vous racontent, ils peuvent vous raconter que là, si tu réponds pas, en fait, tu vas rester, tu vas passer soit en comparution immédiate, soit tu vas partir en détention provisoire, parce que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui ont le pouvoir de te faire sortir, et que si tu collabores, tu vas vite sortir. Tout. C'est pas vrai, c'est le procureur qui décide. Donc, ils ont beau te raconter tout ce qu'ils veulent, que tu peux avoir des arrangements, si tu te poucaves, c'est-à-dire si tu balances tes potes, tu vas pouvoir sortir. Non, c'est faux. C'est pas eux qui décident. Eux, plus tu vas parler, justement, au contraire, plus ils vont te garder, parce que plus ils vont se dire, peut-être qu'il va me donner l'opportunité d'avoir encore plus d'indices, plus de preuves. Donc ça ne fonctionne pas, et ce qui te fera sortir le plus vite, c'est vraiment de fermer ta gueule. Promis. Petit 2. Si je ne parle pas, j'aurais l'air suspect. Et en vrai, ce qui peut te rendre suspect, justement, c'est de commencer à parler et te rendre compte qu'ils t'ont embrigadé dans un tunnel et te taire à ce moment-là. Parce que là, ça veut dire, genre par exemple, ils vont te dire comment s'appelle ta mère, comment s'appelle machin, et là tu vas répondre. Et là, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu faisais à 15h ? Et là, tu fermes ta gueule. Ça veut peut-être dire que t'es coupable, justement. Donc, si tu commences à rien dire dès le départ, notre conseil, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est que t'as beaucoup plus de chances qu'il se passe rien, plutôt que commencer à rougir et à changer de version à un moment donné. C'est ça. Et puis de son, même si t'as l'air suspect, en vrai, on en a un peu rien à battre, parce que encore une fois, c'est pas le policier en face de toi qui va décider. Lui, de toute façon, à partir du moment où t'es arrivé, il a déjà une idée dans sa tête de si t'es coupable ou pas. Et de toute façon, c'est pas lui qui décide si t'es coupable ou pas. Donc en fait, tu t'en fiches d'avoir l'air suspect parce que tu dis rien. On n'a rien à battre que le policier pense que t'es coupable ou pas, parce que c'est pas lui qui décide de ce qui va t'arriver après. Donc en vrai, aie l'air suspect en disant rien, ce sera mieux qu'avoir l'air suspect en disant plein de choses. Ça te mettra plus en sécurité, ça mettra plus en sécurité tout le monde. Et donc on enchaîne sur la troisième fausse croyance. Plutôt que le silence, c'est mentir qui va me tirer d'affaire. Alors oui, à première vue, c'est vrai que construire une fausse version face à la police, ça peut marcher. Mais la vérité, c'est que si la procédure dure, genre forcément, si tu mens, que t'es contrôlé dans la rue et qu'ils te demandent où tu vas et que tu mens, c'est pas très grave. Et encore. Si t'es en interrogatoire pour 48 heures, c'est très compliqué de commencer à mentir parce que tu t'embourbes et tu vas t'enliser petit à petit. Et ils vont essayer de déceler les incohérences dans ce que tu racontes. Donc, plutôt, ça va te foutre dans la merde. Donc, évite de mentir. Et je pense que c'est encore pire si vous êtes plusieurs à vous être fait choper, parce que ça va être hyper dur de tenir des versions cohérentes sur le temps. Et je dirais que là où il faudra mentir, ça sera au tribunal, finalement. Après, à moins que tu sois un agent du FBI qui a été formé pendant des années à tenir ta version et à tenir ton faux profil, je ne pense pas. Et même eux, ils galèrent. Donc... Oui, et puis de toute façon... En vrai, des fois, tu peux mentir, mais en fait, ils vont poser une question, mais ils ont déjà la réponse, les keufs, parce que, je sais pas, ils ont une vidéo de caméra, une vidéo de surveillance, ou alors ils ont quelqu'un qui a déjà témoigné contre toi sur tel sujet, donc tu vas essayer de mentir, mais en fait, ils ont déjà la preuve, et donc juste, ça va te desservir parce qu'ils vont avoir dans leur dossier que tu as menti. Et donc ça, pareil, au tribunal, les juges, ils aiment pas trop voir que tu as menti. Du coup, autant ne rien dire et ne pas essayer de mytho, parce que ça peut juste très rapidement te mettre dans la merde de plein de façons possibles, comme on a pu le dire. Ou à l'inverse, ils vont te faire croire qu'ils ont une vidéo de toi qui passe dans ta rue à tel moment, et parce qu'ils te suspectent en fait d'avoir fait ça, et toi tu vas dire il m'a cramé, autant avouer quoi. En fait, ça se trouve, il a pas du tout cette vidéo et il a complètement bluffé. Les keufs, c'est des putains de joueurs de poker. Ouais, ça arrive très souvent. Et en vrai, souvent... ils font croire que, je sais pas, ton dossier est très important, alors qu'en vrai, ils s'en branlent un peu. T'as la 30e personne qui voit aujourd'hui. Eux, leur priorité, c'est d'aller manger ce midi à McDo ou je sais pas trop quoi. Et en vrai, ils ont un peu rien à battre de toi. Ils font ça toute la journée, en fait. T'es pas très important dans leur journée. Et ça s'est déjà vu à maintes et maintes reprises où ils t'arrêtent, ils te mettent la sirène, ils roulent à fond. Ils te disent, là, tu te rends pas compte de ce qui se passe dehors. T'es passé dans les médias, non. Bon, ils vont te faire croire que t'es le centre du monde en tout cas. Et du coup, tu te dis, vas-y, je suis cuit, autant parler quoi. Et voilà, c'est encore une autre stratégie de manipulation. Une autre, en fait, j'en avais 5, des fausses croyances. Bon, bref, 4, 5, c'est pareil. Une autre, petit 3, du coup, je crois, je suis rendu. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Je n'ai rien à me reprocher. Ouais, ça peut arriver en vrai que tu te fasses arrêter, manque de bug, t'es au mauvais endroit, au mauvais moment. Ou alors. T'as pas la bonne couleur de peau, souvent. Ouais, ça arrive quand même souvent. Merci de le préciser, ouais, c'est vrai. Et du coup, tu peux te retrouver dans le bureau de l'OPJ, de l'officier de police judiciaire, alors que tu n'as rien à te reprocher. Du coup, toi, ton réflexe, c'est de dire non, j'ai rien à faire ici.
Bah ouais, mais non, ça marche toujours pas parce que dans tous les cas, c'est encore une fois, c'est pas ça qui te fera sortir le plus vite. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est pas du tout un argument. Oui. Et puis on sait jamais du coup à quoi ça pourrait servir dans leur dossier. Ensuite, tout ce que tu pourrais leur raconter. Puis c'est toujours une excuse pour eux pour être violents de plein de façons différentes. Donc le mieux, c'est de rien dire. Et puis des fois, tu penses que t'es pas coupable, mais eux, je sais pas. Si par exemple justement t'as eu un problème avec des policiers et que je sais pas, eux ils t'ont tabassé, mais que apparemment pendant qu'ils étaient en train de te tabasser, t'as donné un petit coup parce que t'essayais de te libérer. Pour eux, c'était violent sur personne dépositaire de l'autorité publique et du coup t'es coupable. Et donc toi tu vas essayer d'expliquer au keuf que non mais on est en train de m'étrangler au sol, j'essayais juste de me libérer pour respirer. Et ils vont être là, ah non mais là t'as été violent contre un policier. Petit merdeux. Du coup, ne rien dire, c'est toujours mieux parce qu'on sait jamais ce que ça pourrait donner, contre qui ça pourrait être utilisé. Donc et notamment aussi parce que si tu es là et que tu es innocent, il y a certainement d'autres personnes dans d'autres bureaux qui ne sont pas aussi innocentes que ça aux yeux de l'État ou de la police ou de la justice, que tu pourrais foutre dans la merde par tes déclarations. Du coup, c'est aussi un truc de solidarité où si t'es arrêté et qu'on te demande à quelle heure a commencé tel débordement ou je sais pas quoi, toi tu te dis moi j'ai rien fait, je vais pouvoir lui dire ouais mais peut-être que ça va servir dans le dossier de d'autres personnes et ça va servir de preuve à charge contre d'autres personnes. Du coup, dans tous les cas, le meilleur conseil, c'est de ne rien déclarer. Et petite dernière fausse croyance, même si je pense qu'on pourrait en citer plein, les flics arrêteront de me mettre la pression si je parle au moins un peu. Et non, comme dit tout à l'heure, comme dit précédemment, ça va justement les intéresser. Le fait que tu ne commences à parler, ils vont voir que tu ne connais pas tes droits, ce qui est normal bien sûr, et que du coup ils vont pouvoir jouer de ta crédulité, en tout cas de ta non-connaissance des stratégies ou de leur stratégie, et ils vont pouvoir faire en sorte que tu t'embourbes dans tes déclarations. Donc voilà, ça c'était un peu toutes les bonnes raisons. Du coup, essayez d'avoir ça en tête, même si vous avez l'impression que votre cas spécifique fait que vous ne pouvez parler aux flics. Souvent c'est faux et on s'en rend compte trop tard. Voilà. Et voilà, et du coup je pense qu'on va pouvoir essayer d'un peu conclure tout ça. On vous a bien rappelé qu'il fallait rien déclarer. Une autre chose qui est souvent conseillée aussi, c'est de refuser de signer le procès verbal qui va être dressé pendant la garde à vue. Donc le procès verbal, c'est globalement du coup tout ce que vous avez raconté avec le policier, toutes les questions qu'il vous a posées. À la fin de la garde à vue, il va vous l'imprimer, vous allez le relire. Si vous avez un avocat, avec l'aide de votre avocat, c'est important de le relire correctement pour savoir si le keuf il a pas mis n'importe quoi dedans. Si vous voyez des erreurs, vous raturez, vous réécrivez, vous corrigez, c'est important. Et souvent après on vous demande de le signer pour confirmer que vous êtes bien d'accord avec ce qui est écrit dedans. Donc que vous ayez déclaré des choses ou pas, c'est conseillé de refuser de le signer, parce que si vous le signez, ça veut dire que vous reconnaissez que tout ce qui est dans ce document est vrai et que vous avez bien dit ça, vous avez bien pas dit ça, etc. Donc, et du coup, ça sera utilisé comme preuve au tribunal. Alors que si vous le signez pas, ça sera utilisé, mais vous pourrez toujours dire oui, mais il a écrit ça, le flic, mais moi je suis pas d'accord avec ce qui a été écrit. Et parce qu'une fois que vous l'avez signé, c'est très compliqué de revenir dessus. Alors que si vous ne le signez pas, c'est facile de dire au juge, ah oui, mais certes l'officier de police judiciaire a écrit ça, mais moi j'ai refusé de signer parce que je ne suis pas d'accord avec ce qui a été écrit. Et comme tu as dit tout à l'heure, de toute façon, l'enjeu de si tu seras incarcéré ou pas, si tu auras une peine ou pas, ça se joue toujours pas dans le commissariat. Ça ne se joue pas devant un flic, ça se joue devant un juge ou à la limite devant un procureur si tu as un peu moins de chance. Mais voilà, donc ça revient au même, ne pas signer, c'est ne pas déclarer, c'est vraiment égal. Voilà, et du coup, après ce petit passage procès verbal, normalement, vous allez sortir du commissariat. Alors après, il y a plein de façons de sortir, ça peut être en étant entièrement libre. Ils n'ont rien retrouvé sur vous, du coup, juste ils abandonnent le dossier ou alors ils le classent pour plus tard et peut-être vous serez reconvoqué un jour. Et vous pouvez ressortir tranquillou bilou, aller enfin faire un bon repas, une bonne nuit de sommeil et une douche. Ou alors peut-être que vous allez être transféré au tribunal pour du coup passer en comparution immédiate. Donc rapidement, c'est une procédure accélérée. On a déjà pas mal parlé dans les émissions parce que c'est vraiment une chose assez atroce qui fait que vous allez passer à avoir un procès en 15 minutes. Vous n'allez pas avoir le temps de vous préparer pour votre défense parce que vous ressortez de 48 heures de garde à vue, sans sommeil correct, sans bon repas, en étant sous pression en permanence.
Et donc c'est un procès expéditif qui, dans 80% des cas, finit en peine assez lourde de prison. Donc quand vous pouvez, il est conseillé de refuser. Donc pour pouvoir le refuser, donc, vous allez être transféré au tribunal, vous allez sans doute être mis dans les cellules du tribunal, et à un moment, vous allez passer devant les juges. Et les juges vont dire, est-ce que vous acceptez ou pas la comparution immédiate ? Et à ce moment-là, vous allez dire, non, je refuse, je veux un report du procès. Donc vous aurez quand même un procès dans plusieurs mois, ce qui vous laisse le temps de préparer votre défense, de consulter les preuves qu'il y a dans le dossier contre vous, de trouver un avocat, de vous reposer, etc. Donc c'est extrêmement conseillé de refuser si vous pouvez. Pour pouvoir le refuser, vous allez devoir présenter quelques documents au juge pour prouver que même si vous ne passez pas en comparution maintenant, vous viendrez à votre procès dans 3 mois et vous n'allez pas vous enfuir du pays. Donc les documents dont vous avez besoin, c'est toujours cool de les avoir quelque part, même quand vous ne prenez pas besoin de faire quelque chose d'illégal. Si vous avez ces documents, c'est avoir une attestation d'hébergement. Donc si vous avez un appartement, ou alors ça peut être des potes aussi qui écrivent une déclaration sur l'honneur que vous habitez bien chez eux. Même si ce n'est pas le cas, au moins vous avez un document qui est utile. Une fiche de paye si vous travaillez, ou un certificat de scolarité, c'est bien. Voilà, quelque chose qui prouve que vous êtes actif dans la société. Ça peut aussi être un engagement dans un truc associatif, etc. Peu importe, quelque chose qui dit que vous avez une activité. Et enfin, évidemment, un document d'identité qui montre bien que vous êtes bien vous. Voilà, ça c'est les documents à avoir. Si vous en avez, c'est super. Si vous n'en avez pas, ça va être compliqué de refuser la comparution immédiate et vous risquez de finir en détention provisoire. Donc, c'est-à-dire que vous êtes gardé en prison le temps de votre procès. Donc, c'est quand même conseillé de demander la détention provisoire si vous ne pouvez pas juste refuser la comparution immédiate pour que, pareil, certes, vous serez en prison pendant 3 mois, le temps de votre procès, mais ça veut dire qu'après, vous avez de meilleures chances d'éviter de prendre une lourde peine et de sortir après le procès. Voilà. Donc si je comprends bien, ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu as de temps pour préparer ta défense, plus tu priorises le fait de passer devant un juge, mieux ça sera pour ta gueule. C'est ça. Si on te propose d'aller voir le procureur et de faire une reconnaissance de peine, par exemple, tout, ça pue la merde. Ça veut dire que tu vas juste signer un papier pour dire que tu es coupable et soi-disant, tu vas prendre une peine moins lourde. Mais en vrai, souvent, tu te fais niquer. C'est-à-dire que tu reconnais que tu es coupable directement sans même prendre le temps d'être jugé et de montrer les preuves l'une après l'autre et de prendre en compte c'est quoi ta situation. Ouais. Parce que souvent, au tribunal, il y a plein de problèmes, mais on prend quand même en compte tes revenus, ton historique de vie personnelle, c'est quoi tes besoins, est-ce que tu as des problèmes psy, est-ce que tu as des problèmes de santé, etc. Ça, c'est pris en compte pour trouver la peine qui correspond le mieux à toi. Voilà. Donc, pour ça, sera toujours conseillé de rien déclarer et de refuser la comparution immédiate et de refuser toutes les peines accélérées, les jugements accélérés et de prioriser un jugement le plus tardif possible où tu as le temps de préparer ta défense et de montrer les preuves, de les regarder, d'avoir un avocat, de voir tes proches, etc. D'autant plus que ce que tu disais, c'est que les preuves, justement, tous les éléments, les caméras de vidéosurveillance, les empreintes digitales, qui pourraient avoir sur toi, tu ne les connais pas quand tu es au commissariat. Tu les connaîtras que quand tu prépareras ton procès avec ton avocat, c'est lui qui pourra avoir accès à ça. Et du coup, c'est à ce moment-là que tu pourras te dire, est-ce qu'ils ont vraiment un dossier solide sur moi, ou est-ce que c'est parce que j'ai parlé au commissariat, est-ce que c'est moi qui n'ai pas rajouté des preuves justement dans ce dossier. Et du coup, on en vient au truc de la meilleure preuve pour la police, c'est tes déclarations, c'est toi qui parles, et c'est souvent comme ça que tu te mets dans la sauce. Donc voilà pourquoi on en parle autant de ce truc de rien déclarer. Voilà. On sait que c'est compliqué à tenir, hein. Même des gens qui sont au courant depuis des années qu'il faut faire ça ont des fois du mal à le tenir parce que juste à la pression, juste dans un environnement de merde qui est fait pour ça. Mais c'est bien de l'avoir en tête et puis plus que rien à déclarer, c'était aussi pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne tout ça, au moins être un peu préparé parce que forcément avant de finir en tôle, souvent on passe par la case garde à vue et donc peut-être que si on était un peu mieux préparé aux gardes à vue et à la police, ce serait plus facile d'éviter la case prison justement parce qu'on sait ce qui nous attend et on sait comment défendre nos droits et éviter la casse au maximum. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour ce dont on voulait parler. Donc on va juste vous redonner quelques ressources si vous voulez creuser le sujet parce que y a beaucoup de choses à dire là-dessus et peut-être qu'il y a des gens qui aimeraient en savoir plus. Donc l'une des choses sur lesquelles on s'est appuyé pour préparer cette petite partie d'émission, c'est un livre qui est disponible gratuitement en ligne qui s'appelle « Comment la police interroge et comment s'en défendre ». Il est dispo sur InfoKiosque, qui est un super site. Vous pouvez retrouver plein d'autres choses
sur la police et sur les gardes à vue sur ce site. Et puis vous pouvez chercher comment la police interroge et comment s'en défendre. Voilà, il est dispo en PDF. Aussi, si jamais vous avez des problèmes avec la police, la justice, etc., et que vous n'êtes pas une personne blanche, vous pouvez contacter la Legal Team antiraciste. Donc c'est une Legal Team qui va vous aider à trouver des avocats, à préparer votre défense, à venir vous aider en garde à vue, etc. Vous ou des proches. Si vous êtes une personne qui subissait du racisme et que vous êtes sans doute là à cause du racisme, parce que bon, souvent quand on finit au comico, c'est parce que on n'est pas blanc et pas parce que on aurait vraiment fait des choses très graves. On le voit bien, les gens en prison, c'est pas les riches qui détournent des fonds des milliards d'euros, c'est des gens qui font des vols et qui n'ont juste pas eu de chance d'être là au mauvais moment. Donc voilà, et puis sinon aussi à Rennes, on a un collectif qui s'appelle la Défense Collective Rennes. Pareil, ils font des super posts sur Instagram, ils ont aussi un blog si vous cherchez des informations pour vous former un petit peu plus sur le sujet. Et aussi pareil, si à un moment vous avez besoin d'aide, vous pouvez les contacter, demander des conseils, demander à ce qu'ils et elles prennent en charge votre dossier, c'est tout à fait possible, vous pouvez les contacter. Voilà, c'est la Défense Collective Rennes. Merci beaucoup, ça fait beaucoup d'informations. On peut peut-être enchaîner sur le prochain point qui est le kidnapping, un autre sujet qui est le kidnapping des membres du bateau humanitaire Andara. Ouais, je pense qu'il y a un mois, on a vu, c'était un bateau avec Rima Hassan et Greta Thunberg notamment qui étaient partis, un voilier, qui essayait, après c'était une action symbolique, ils avaient à manger et des produits de soins sur le voilier et ils essayaient de casser le blocus illégal que maintient Israël autour de Gaza. Donc pour amener de l'aide humanitaire. Et donc ils avaient été arrêtés en eau internationale et là c'est encore ce qui est en train de se passer, c'est un nouveau bateau qui est parti. En fait ça arrive assez souvent qu'il y ait des bateaux qui essayent de casser ce blocus. Et donc ils ont réussi à aller un tout petit peu plus loin que la dernière fois, mais ils ont encore été arrêtés en eau internationale, donc ce qui est illégal, on le rappelle. C'est ce qui est considéré comme le droit international, comme un acte de piraterie. Oui. Et bon après il y a un peu tout le débat de en vrai le droit international il a été créé par les pays du Nord avec en vrai des buts de contrôle sur les pays du Sud. Et en fait, là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le droit, il s'applique que quand ça permet de condamner des ennemis, entre guillemets, économiques ou politiques ou militaires de l'Occident. Et là, Israël, qu'un allié économique de l'Occident, en fait, finalement, le droit ne s'applique pas à lui, quoi. Et donc, bizarrement. Bizarrement. Le droit semble servir que aux dominants. Et du coup, là, les gens qui étaient sur le bateau, en fait, ils ont littéralement été kidnappés. Donc, c'est très important d'en parler pour pas qu'on les oublie et qu'ils croupissent dans des prisons en Israël. Et donc, on espère que ils vont vite être renvoyés chez eux, même si c'était pas l'objectif principal. Mais bon. Mais déjà, c'est fou, ça, quand même, que la France ne réagisse pas. Eh oui, finalement. Je sais pas, je sais pas si au hasard ça aurait été d'autres personnes qui avaient été attaquées par d'autres pays, notamment pas Israël. Peut-être que, je sais pas, les douanes françaises ou je sais pas qui est-ce qui intervient à cet endroit-là seraient allés les secourir, mais là, waouh, c'est pas des alliés politiques, on ne les secourt pas, c'est bizarre. Après, en fait, la France a continué depuis le début du génocide à Gaza à fournir des armes à Israël. Oh, mais non. Et même, l'Europe, c'est le plus grand partenaire économique d'Israël, donc bon, voilà quoi. Et du coup, oui, là, on parle de ces prisonniers, des gens qui ont été arrêtés. Il y a des Français, il y a des gens de toute nationalité un peu, mais je pense que c'est important aussi qu'on dise un petit mot sur les Gazaouis qui sont littéralement en train de mourir de faim. J'avais lu, je crois que c'était hier ou avant-hier, il y avait 1 personne sur 3 qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est encore pire. En fait, juste, il n'y a plus de nourriture qui rentre. Le dernier seuil de famine a été atteint. Ouais. En fait, juste, ouais. Donc c'est vraiment la merde. Ouais, ça ouais. super. Donc, continuez à parler de la Palestine. Si vous avez de l'argent, n'hésitez pas à donner, partager des posts, en parler autour de vous, faire toutes les actions possibles pour soutenir la Palestine, aller au rassemblement. On ne se taira pas. Voilà, ne pas oublier ce qui est en train de se passer. C'est important. Et puis, aussi, vous se soutenir entre personnes qui voient ça, en fait, parce que, il n'empêche que c'est atroce ce qui est en train de se passer. Et voilà. Ouais, c'est un génocide. Mais voilà. Moi, j'avais je sais pas si vous avez fini. Moi, j'avais une petite annonce à passer parce qu'il y a 2 sujets d'émission que j'aimerais bien aborder dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et donc, s'il y a des gens ici qui nous écoutent, que ça intéresse, qui sont concernés, qui ont envie d'en venir en parler, ou juste de nous appeler, d'écrire une lettre, un mail, peu importe. J'aimerais beaucoup qu'on puisse parler des ESAT, qui sont les établissements au service d'aide par le travail.
où du coup il y a beaucoup de personnes handicapées, en fait c'est pour les personnes handicapées, mais c'est clairement de l'exploitation. Et donc j'aimerais beaucoup pouvoir faire un sujet d'émission sur le sujet. Donc si jamais il y a des personnes ici qui nous écoutent, qui, je sais pas, sont passés par les ESAT, ou des proches sont passés par les ESAT, qui ont, peu importe, qui ont un lien avec ça, ou juste qui ont envie d'en parler, n'hésitez pas à nous contacter. On a du coup un mail, on a un numéro de téléphone, on a une adresse pour écrire des... Voilà, vous pouvez aussi venir en personne. Pour ça, vous pouvez nous contacter, peu importe. On mettra tout ça en description si vous nous écoutez en rediffusé sur le podcast. C'est ça. Et sinon aussi faire une émission à un moment autre spécifiquement sur la drogue, sur la consommation de drogue, sur le trafic de drogue, sur la toxicophobie. Donc c'est l'oppression envers les personnes qui consomment de la drogue. Le fait qu'elles sont très méprisées, très mises à bas de la société. Donc pouvoir parler de tout ça et puis parler aussi de réduction des risques. Ce serait un sujet très intéressant en lien avec la carcéralité. S'il y a des gens ici qui nous écoutent, qui ont envie de venir parler de ça ou qui ont des témoignages à faire passer, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je vois qu'il reste 5 minutes parce qu'on doit rendre l'antenne à midi. Si vous nous écoutez sur Internet, vous n'êtes pas au courant peut-être, mais nous, on est en direct à la radio. J'avais un petit point sur le fait que Bayrou, il a fait des annonces de zinzito, notamment avec la suppression de jours fériés, au hasard, plein de trucs. Waouh, mon téléphone, qui m'envoie des messages à cette heure-là ? Voilà. Donc, je vais vous lire un petit texte. Ça vient de expansif.info, qui est un site d'actualité militante rennaise. Ça y est, ce pays a pété. Les citrons sont pressés jusqu'à l'écorce. Les bêtes de Somme crèvent. Les mères n'ont plus de sommeil, sleepless. Les jeunes, plus de futur. Les quartiers, plus de toit. Depuis des semaines, une rumeur électrique parcourt le pays, alimentée à Nantes avec Indie Media, qui est un média comme Expansive, ou à Paris par des figures comme les Gilets jaunes. C'est un appel viral, né de nos rages accumulées, sans chef, sans syndicat et sans la politique politicienne, de droite comme de gauche. Le 10 septembre 2025, on se rassemble, unis. On bloque la machine. Cet appel, ce n'est pas un tract, c'est le cri de trop. Celui d'un peuple qui refuse de crever en silence. On aimerait aussi parler prochainement de drogue, de la répression des tox et de réduction des risques. Ah pardon. Ça fait pas du tout partie de ça. Je suis pas du tout, pardon. J'enlève. On a saboté mon texte. Le 10 septembre, c'est votre date aussi. C'est mai 68 qui recommence dans une société encore plus pourrie. C'est la génération qui refuse de servir la guerre et le racisme. Ce projet patriarcal par excellence, où des vieux mecs envoient des jeunes mourir et où les premières victimes sont toujours les minorités. L'école ne doit pas être une usine à zombies au service de l'État et du capital. On veut danser, aimer, désobéir. On veut foutre le feu à leurs mensonges, à leur racisme, à leur patriarcat. On veut l'anarchie, ici et maintenant. Voilà. Donc rendez-vous le 10 septembre. Voilà, je pense qu'on aura le temps d'en reparler, voir un peu comment ça a évolué, qui rejoint ou pas cet appel, parce que pour l'instant c'est encore un peu flou, mais en tout cas ça donne envie de se dire que... les Gilets jaunes sont de retour. Voilà, on peut recommencer à militer tous ensemble dans la rue, et voilà, c'est souvent un outil puissant de politisation, les mouvements sociaux. Et je pense que du coup, là-dessus, on va peut-être pouvoir se quitter. Il est 13h57, on est toujours sur 94 degrés à l'ombre. Et puis on a une émission une musique à écouter qui, malheureusement, on ne va pas pouvoir entendre en entier parce qu'elle dure 11 minutes. Un petit peu quand même. Mais on va pouvoir au moins écouter le début. C'est Les Portes du Pénitencier de la Star Academy. Ouais. Et puis on va pouvoir vous dire au revoir ici et à la semaine prochaine. Allez. Bisous. Bisous, à bientôt, mon petit chat. Mais il avait passé 2 semaines au trou pour ça. Mouloud, lui, attendit de sortir de prison pour monter son projet hip-hop convict. Il allait encore plus loin avec l'aide de Tony Danza. Il monta le premier groupe de rap produit dans une prison française. Badri, Mirac, Malik formaient Lâche Taras. Ça y est, les portes s'ouvrent, je suis Farhan, je sors la tête haute, j'ai fait ma peine comme un bonhomme, t'inquiète, j'ai pas de bouc avec mes potes. Cette question que je me pose, qui m'attend derrière la porte, la daronne, mes ennemis, Ray ou 2-3 internautes, ça y est, je suis deux.